Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex du podcast Sirotons le houblon. On se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis plutôt bien accompagné. Je suis en compagnie d'Anaïs Lecoq qui est autrice de l'essai Maltriarcat, donc qui devrait sortir, qui sort le 3 mars 2022, donc normalement après la sortie de cet épisode, si je peux le sortir à temps, et qui est édité aux éditions Nourriture Fût. Bonjour Anaïs. Salut. Bienvenue dans l'épisode du podcast. Merci. Aujourd'hui, on va faire un petit peu un tour de qui tu es, de ce que tu fais dans la vie, dans le milieu de la bière, et notamment ce qui t'a amené à écrire cet essai, et après développer un petit peu le contenu pour on va dire pour en faire une présentation, pour peut-être donner envie aux gens de s'y intéresser et d'aller le lire. Et voilà. On va d'abord peut-être commencer par le vif du sujet et la base. Qui es-tu et peux-tu te présenter ? Ouais, donc Anaïs Lecoq, j'ai 27 ans et je suis journaliste, nouvellement journaliste indépendante. Et je travaille aussi en parallèle depuis tout récemment pour une brasserie en tant que chargée de com et marketing. Donc là, c'est pour la présentation hyper basique. Ouais. Comment t'en es arrivé à t'intéresser au monde de la bière et particulièrement de la bière craft ? Quand j'ai rencontré mon copain il y a 7 ans, je buvais pas d'alcool, très très rarement. Lui, c'était déjà un amateur de bière, plutôt de bière belge. Petit à petit, il s'est mis à découvrir la craft et je l'ai suivi là-dedans, en fait, à découvrir au fil d'une dégustation où je me suis dit, en fait, la bière, c'est peut-être pour moi. Parce que j'avais jamais été vraiment attirée par la bière. J'en avais bu un peu, mais des trucs industriels et qui m'avaient pas marqué et où je m'étais dit j'aime pas la bière, c'est pas pour moi et point. Et donc voilà, par une déguste où je pensais laisser les verres à moitié vide, à moitié plein plutôt. Finalement, j'ai tout dégusté et je me suis dit en fait la bière ça me parle. Et à partir de là, on s'est mis tous les deux à vraiment découvrir la bière craft pendant des voyages, en visitant des brasseries, des bars un peu partout où on allait. J'ai eu la bonne idée aussi de lui offrir un jour un stage de brassam et il s'est mis à brasser et aujourd'hui il en a fait son métier. Donc voilà, c'est tous les deux comme ça on a découvert le monde de la bière et depuis c'est devenu le quotidien, le travail, la passion et voilà. Donc pour continuer dans la bière, tu sors là le 3 mars un livre, donc un essai qui se nomme Maltriarcat, et c'est pour ça qu'on est là aussi pour en parler. Maltriarcat, dont le sous-titre sur la couverture est « Quand les femmes ont soif de bière et d'égalité ». Alors, comment t'en es venu à avoir cette envie d'écrire un essai, surtout de le publier, de le sortir. Donc là, il est publié d'ailleurs aux auditions Nourriture Fût. On en parlera peut-être un peu plus en détail après. Ouais, ok. Comment j'en suis venue à écrire ? Déjà, le sujet en lui-même, moi, c'est un sujet forcément qui me passionne aussi en tant que féministe. Tous les sujets liés aux femmes et aux droits des femmes, à l'inégalité, ça m'intéresse. Et puis, en tant que consommatrice de bière, quand j'ai commencé à vraiment rentrer dans le milieu de la bière, j'ai aussi constaté un peu tous les trucs pas cool qu'il pouvait y avoir dans le milieu. De remarques un peu condescendantes et de choses comme ça qu'on peut se prendre dans la poire quand on est une nana qui boit de la bière. Et puis je me renseignais énormément sur l'histoire de cette boisson et
et je me rendais compte à quel point les femmes avaient une importance énorme dans l'histoire de la bière et que c'est méconnu totalement du grand public. Donc à la base j'ai commencé à écrire pour moi parce que je me faisais chier dans le boulot dans lequel j'étais, ça me convenait plus et j'avais besoin de faire quelque chose, d'écrire. Donc j'ai commencé à écrire ça au fil de lectures historiques, d'études, de mes propres réflexions. Et puis voyant que je commençais à écrire beaucoup, à avoir plein de pages et à commencer à faire des interviews à droite à gauche, je me suis dit faut pas que ça reste que pour moi, ça peut intéresser peut-être d'autres personnes. Donc je m'étais dit peut-être en auto-édition ou tout ça, faire quelques exemplaires ou faire une édition numérique. Enfin voilà, il y avait plusieurs idées. Et puis juste comme ça, je me suis dit aussi pourquoi pas l'envoyer à une maison d'édition, on sait jamais. De toute façon, au pire, j'ai pas de réponse et puis au mieux, j'ai une réponse et on sait jamais. Et puis ça s'est bien passé et ça s'est fait pour que ce soit publié le 3 mars. Donc c'est toi qui es allé démarcher la maison d'édition, particulièrement celle-ci en fait. Parce que alors moi du coup je connaissais pas la maison d'édition, je l'ai découverte avec ton livre, mais de ce que je vois en fait c'est une maison d'édition qui est quand même assez spécialisée sur des thèmes déjà autour de tout ce qui est nourriture alimentaire et avec toujours des thèmes on va dire engagés. Ouais, exactement. Ouais, c'est une maison d'édition que je connaissais en tant que lectrice en fait. J'achetais leurs livres et c'est vrai que ils sont vraiment sur des thèmes de la bouffe et de la boisson avec toujours des angles engagés et militants. Et je savais que j'avais quand même un sujet qui est de niche et je me suis dit si ça doit intéresser quelqu'un, c'est eux quoi. Et en effet, donc je les ai contactés en leur présentant mon sujet et le déroulé un peu du livre que j'imaginais. Ça leur a plu, ils m'ont demandé des extraits, donc j'ai envoyé quelques extraits du livre. C'est la partie pas facile parce qu'il faut se dire que ça se joue à un mail où faut que t'envoies les bons passages qui vont leur plaire et leur donner envie, quoi. Et là encore, ça a marché. Et ils m'ont dit, on est partant pour le publier, quoi. Et donc, c'est super. Bah oui, carrément. Là, au moment où on enregistre, là on est le 23 février, donc le livre sort officiellement dans un peu plus d'une semaine, dans une semaine et un jour. Ouais. J'ai vu d'ailleurs que tu faisais ce 3 mars, donc jour du lancement, une soirée de lancement au Shed à Reims. Ouais. Ouais, c'était pour comme moi je suis de Reims déjà, l'idée c'était de faire une soirée de lancement là où je vis pour pouvoir aussi réunir mes proches et tout ça et faire une petite soirée sympa et puis aussi faire découvrir le livre à des personnes qui me connaissent pas évidemment. Et puis pour moi c'était important aussi de le faire dans un lieu lié à la bière et pas le faire dans une librairie. Donc on fait ça au Shed qui est le lieu de vie de la brasserie Senses Brewing qui est le lieu où je travaille depuis quelques semaines, donc c'était tout trouvé. D'accord, top. Voilà. Ouais, brasserie avec laquelle on avait fait un épisode d'ailleurs il y a un peu plus d'un an je pense. Ouais c'est vrai, ouais. Voilà, donc j'y travaille depuis tout récemment, donc ouais, c'est cool parce qu'on va pouvoir parler du livre et puis trinquer en même temps. Et il y a un libraire qui se déplace pour avoir le livre à dispo ce soir-là. Et je pense que ça va être plutôt cool. Ouais, carrément. Tu fais le lancement un peu à la maison du coup. Ouais, c'est ça. C'était l'idée quoi de. Ouais, le Shed c'est c'est clairement la maison parce qu'à la base j'étais cliente depuis le jour J quoi quand ça a ouvert et maintenant j'y travaille donc c'est assez drôle. Alors pour les personnes qui pourraient pas faire le déplacement, qui sont pas rémois ou qui sont pas du coin le 3 mars pour profiter de la soirée de lancement, c'est un livre qu'on pourra retrouver où par la suite? Dans quel type d'enseigne?
Eh ben, un peu partout, en fait, on peut déjà le précommander. Enfin, il est dispo, tu vois, sur les grosses plateformes, genre Fnac, Cultura, Amazon, etc. Et puis après, évidemment, le mieux, si vous avez des libraires indépendants autour de chez vous, c'est d'aller le trouver en librairie. Alors sur des sites comme les libraires ou Place des libraires, on peut précommander le livre dans sa librairie ou à partir du 3 mars, on peut voir en tapant le nom du livre où il se trouve autour de vous et si il n'est pas dispo, de le précommander directement chez un libraire. Ouais, pour les gens qui connaissent pas forcément les sites comme Place des Libraires, en gros, c'est une sorte de, j'ai pas envie de dire un marketplace, mais c'est un catalogue de plein d'ouvrages édités et qu'on peut faire livrer directement chez son libraire de quartier pour C'est ça. profiter, on va dire, de la facilité d'une commande internet et d'un large catalogue, tout en faisant profiter son libraire indépendant et local de la commande et de l'achat. C'est ça. Donc je recommande à chaque fois aux gens de passer par là si le livre les intéresse. Parfait. Je te propose qu'on parle un petit peu du livre en lui-même, du contenu, Ouais. parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont abordées dedans. Je t'avoue que quand je l'ai lu, c'est quelque chose qui m'a surpris. Je pensais pas en fait qu'il y avait autant de différents sujets, de différents axes qui étaient abordés. Et c'était, Ouais. alors déjà pour te faire mon retour, c'est quelque chose que j'ai vraiment dévoré en deux fois. Hein. Je l'ai lu en deux demi-journées, enfin pas deux demi-journées, mais en deux petites séances. Je me suis plongé dedans, ça m'a passionné. C'est un livre qui Super. fait quoi, à peu près un peu plus de 130 pages, je pense, non, c'est dans ces eaux-là. Ouais, quasi 140 pages. Ouais. Donc ouais, il y a pas mal de sujets abordés. Moi, je me suis noté un peu au fur et à mesure de mes lectures les différents aspects, notamment qui m'avaient marqué. Donc en fait, dans cet essai, tu abordes de manière générale la place des femmes dans le monde de la bière, le monde brassicole. Et on le voit sous plusieurs aspects, notamment il y a l'aspect historique, la place de la femme dans la bière durant l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Révolution industrielle, et plus récemment, notamment avec des périodes, enfin avec des évolutions dans la manière de consommer et de vendre la bière. Tu parles notamment de la naissance, on va dire, du marketing et de l'impact que ça a eu sur la vision et la place de la femme dans la bière. Et t'as aussi, j'ai vu moi plus un aspect, on va dire plutôt social, Mm. notamment quand tu abordes ce qu'est alors c'est en enregistrement audio, c'est pas visible, mais je fais des gros guillemets avec mes doigts, la notion du goût inné. Notamment le fait que voilà la bière ne soit pas une boisson de femme parce qu'elle n'est pas appréciée par les femmes, ce genre de choses, soi-disant innée, qui n'est pas. La place de la femme dans l'industrie plus récente de la bière et notamment je pense que toi toutes tes écrits ont été faits ont été terminés il y a peu de temps. Tu abordes même des sujets très actuels comme les le, je me souviens plus du hashtag qui avait été mis en place, mais Le mouvement de dénonciation le aux mouvement de États-Unis. dénonciation Ouais. exactement qui découle de la story qui a été faite par Brienne Allan, si je Ouais. dis pas de bêtises. Ensuite, ce que ça a révélé, notamment sur des grandes brasseries connues de tous, comme Brewdog, comme Mikkeller plus récemment. Donc tout ça, c'est aussi abordé dans le livre, parce que du coup, t'as vraiment cette on va dire cette fraîcheur de l'actualité. Donc voilà, toi qu'est-ce que tu voulais faire transparaître, on va dire, dans toute cette approche Bah, c'est vrai, comme tu dis, j'aborde plein de sujets parce que c'était l'envie d'avoir un ouvrage global. C'est vrai que c'est 140 pages, donc c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Je pourrais en écrire sûrement bien plus, mais l'idée c'est d'avoir une entrée vraiment dans ce sujet qui est quand même déjà méconnu donc du grand public, et je pense que même dans le milieu de la bière, on sait quelques trucs, mais je pense que j'espère qu'on en apprendra quand même en le lisant, même si on connaît le milieu. Et ouais, de toucher un peu à tous les aspects, comme tu dis, la partie historique qui est hyper importante parce que il faut comprendre en fait comment on en est arrivé là, au fait que être une brasseuse c'est l'exception et pas la norme, alors qu'il y a plusieurs siècles et millénaires c'était l'inverse quoi. C'était être un brasseur, ça n'existait pas quoi.
Et au final, cet aspect historique là, que tu as, enfin tout cet aspect historique que tu abordes toi dans ton essai, c'est des choses qui moi m'ont appris énormément Je veux dire, alors, je me renseigne beaucoup, je lis beaucoup sur la bière et pour autant, il y a plein d'informations que je n'avais pas, d'aspects qui sont pas forcément abordés dans d'autres livres ou pas autant creusés, des personnalités qu'on ne met jamais en avant. Tu vois, quand tu évoques le fait que initialement dans l'histoire les femmes étaient brasseuses et que c'était vraiment un métier féminin, c'est quelque chose qu'on entend, on va dire relativement souvent, qu'on voit relativement souvent dans les livres, mais jamais creusé de cette manière. C'est vraiment limite on a une phrase pour nous dire dans l'Antiquité c'était les femmes qui brassaient la bière, c'est ça. mais on n'en a pas tout un développement comme on peut le retrouver là. Je sais pas combien tu as écrit de pages sur la partie historique, mais je pense qu'on a bien au moins une trentaine de pages qui va nous... 30-40 pages, quelque chose comme ça. Ouais. Bah ouais, c'est ça en fait, surtout dans les ressources en France, c'est assez maigre entre guillemets sur l'histoire des femmes, comme tu dis. Moi, j'ai lu pas mal de livres, évidemment, d'histoire pour cette partie-là, et c'est surtout dans les écrits anglo-saxons où j'ai pu récupérer le plus d'informations sur le sujet, parce que dans les livres français il y avait 2-3 phrases ici et là, fallait vraiment les chercher. Tous les petits détails que j'ai pu trouver dans les livres qui sont cités, que j'ai cités évidemment, mais voilà, c'est un peu des miettes ici et là qu'il faut regrouper, mettre en commun pour avoir un peu tout ce contexte et comprendre. C'est vraiment cette partie historique, c'est un cheminement pour arriver à aujourd'hui et comprendre pourquoi aujourd'hui les femmes sont minoritaires dans la bière. Oui, il y a une grosse partie, on va dire, de documentation. C'est vrai que on voit souvent, tu fais apparaître toutes tes sources. Il y a beaucoup de sources, comme tu disais, qui proviennent d'écrits, d'essais ou de thèses, j'imagine, qui sont plutôt côté, en effet, anglo-saxon. Selon toi, qu'est-ce qui amène à ce que ce sujet, ce thème soit si peu abordé et développé en France? C'est le manque de culture brassicole de manière générale ou ça va plus loin? Ouais, je pense que ça joue quand même pas mal. La France, c'est quand même beaucoup plus le vin. Et un truc qui est dommage, c'est qu'en fait, on a même assez peu d'informations réellement sur la bière en France. Pardon, je vais juste tousser un peu pour pas commencer à avoir un chat dans la gorge. Donc oui, en France, en fait, comme la bière était mal vue à l'époque, quand on était un peu sous l'égide de Rome, etc. Donc on n'a pas conservé d'écrits sur la bière, on en avait conservé très peu, et les écrits qu'on avait sur la bière étaient écrits par les Romains, par les Grecs, qui méprisaient la bière en fait. Donc point de vue très dédaigneux sur le produit. Voilà, c'est ça. Alors que les Grecs et les Romains consomment aussi de la bière, mais voilà. Donc en fait, ça joue aussi là-dessus, sur le fait que les historiens et les historiennes s'y soient peu intéressés en France, même s'il y a un super livre qui n'est pas que sur la bière, mais c'est Boire en Gaule de Fanette Lobenheimer, qui est une historienne française, qui essaye justement de retracer difficilement cette histoire. Mais voilà, je pense que ça joue aussi, et puis qu'en effet, on n'est pas autant une culture brassicole que dans d'autres pays, et ouais, aux États-Unis, en Angleterre, ça intéresse énormément. Après, aux États-Unis, c'est facile aussi parce qu'ils ont une histoire beaucoup plus récente que la nôtre, mais en tout cas, aux US, j'ai pu mettre la main sur énormément d'études. C'est hyper intéressant parce qu'il y a plein d'études sociales et culturelles aux États-Unis qui prennent pour objet la bière, quoi. Et ça, on le voit beaucoup moins chez nous. Du coup, pour continuer sur cette partie historique, de ce que moi j'ai noté et que j'ai retrouvé assez intéressant dans les écrits, dans ton livre, notamment,
tu évoques le fait que historiquement et dès la naissance de la bière, c'était vraiment les femmes qui étaient au cœur de ce métier, de tous les métiers liés à la bière, que ce soit de la production, donc la gestion d'une brasserie, d'une entreprise en soi, et de la distribution, et ce pendant très longtemps, pendant des millénaires, parce que la bière, on en fait depuis très très longtemps. Ouais. Voilà, il y a un aspect qui, moi, m'a un peu, on va dire, intrigué, que j'ai bien aimé creuser, c'est ce que tu abordes, le fait que c'était un métier qui était plutôt dédié aux femmes, parce que à cette époque-là, c'était des métiers qui étaient, on va dire, peu rentables, qui rapportaient peu de revenus, et au final, toute cette partie, on va dire, production de bière revenait à la femme, et pour autant souvent c'était l'homme, le mari, qui était plutôt là pour profiter de la notoriété et de cette parce qu'en fait on était sur des productions qui étaient, comment dire, plutôt domestiques. C'était pas à une époque où il n'y avait pas forcément de brasserie industrielle, enfin il n'y avait pas du tout, il n'y a pas de gros volume. C'est totalement ça en fait. À la base, la bière, c'était une tâche domestique parce que c'était pour nourrir la famille, les enfants qui en buvaient aussi. Donc forcément, c'était aux femmes de s'y coller, quoi. Et le truc, c'est qu'elles ont vite commencé à vendre leur production, parce que la bière à l'époque, c'est pas celle qu'on fait aujourd'hui, quoi. Hein. Ça se conservait pas. Donc quand elles en faisaient trop, elles vendaient le surplus aux voisins, quoi. En gros, c'était ça. Et petit à petit, donc il y a eu des business qui se sont montés. Ça n'intéressait pas les hommes parce qu'on gagnait pas beaucoup d'argent. Et puis parce que la bière n'était pas socialement réputée, quoi. Enfin, c'était le vin qui était plus cher et plus mis en avant. Donc voilà, ça intéressait pas grand monde. Et puis surtout après la peste noire, on a commencé à produire de la bière de meilleure qualité. Les gens ont commencé à plus en boire. Les populations aisées notamment, qui n'en buvaient pas avant. Donc à partir de là, on a commencé, la bière a commencé à bien se vendre, à se vendre plus cher, en plus grosse quantité, de meilleure qualité. Et là, c'est là que les hommes ont vu que c'était quelque chose avec lequel on pouvait gagner de l'argent, et en plus on était bien vu d'en faire, quoi. Oui, d'ailleurs, toute la première section de ton livre, le premier chapitre, si on peut appeler ça un chapitre, tu l'as nommé une éviction organisée. On voit en fait, ne serait-ce que par ce titre, que c'est une prise de conscience des hommes qu'il y a qu'il y a de l'argent à se faire et de la notoriété à avoir, et qui ont du coup tout fait pour se réapproprier la bière, qui était historiquement un produit fabriqué par les femmes. D'ailleurs, j'avais remarqué un terme que tu évoques dans le livre, c'est que, et qui est un terme qui est complètement, je pense, tombé en désuétude et oublié maintenant, mais que avant de parler de brasseuse, il y avait le terme brasseresse. Ouais. Ouais. C'était vraiment le terme historique. Le terme historique, en fait, c'était la brasseresse, c'était celle qui faisait la bière. Et donc, le masculin, c'était le brasséor ou brasseur, mais qui, à la naissance de ce mot, n'était pas équivalent, en fait, n'avait pas attrait au fait de faire de la bière. C'était celui qui fabrique, celui qui trame. Dans les premiers dictionnaires qui faisaient état de ce mot-là, alors que la brasseresse, c'était bien celle qui faisait la bière et qui la vend. Donc voilà, même les termes sont arrivés avant. Et ça, voilà, c'est typique, pas que brasseresse, parce que notamment au XVIIe siècle et même un peu avant, énormément de termes féminins ont été supprimés de la langue pour dire que les femmes n'avaient pas à avoir ces positions-là. Les autrices, qui revient aujourd'hui, mais autrices, doctoresses, brasseresses, etc. Tout ça, c'est passé à la trappe. Donc ouais, c'est vrai que ça, c'est assez intéressant de voir rien que dans la langue. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont découvrir ce mot. Ouais, j'en fais partie, tu vois. Et je pense que je serais loin d'être le seul. Dans
dans toute cette partie justement où tu parles d'une éviction organisée, tu évoques un moment d'ailleurs le houblon comme étant une des causes de la masculinisation de la bière. Alors que historiquement c'est quand même assez cocasse et ironique puisque l'intérêt du houblon pour la bière a quand même été mis en avant et par une femme. Ouais, par Hildegarde. Mais ouais, en fait, ouais, quand je parle de l'éviction organisée, c'est parce que c'est plein de petits éléments au fil des siècles qui ont fait que petit à petit, on a viré les femmes des salles de brassage. Et en effet, le houblon a commencé à être généralisé. Enfin, Hildegarde, c'était au XIIe siècle, mais tout le monde ne l'a pas utilisé tout de suite. Et ça a commencé à être généralisé au XIVe, XVe siècle. Et c'est vraiment là que les femmes commencent à déchanter dans la bière. Et parce que en fait, du coup, ça se conserve mieux la bière. Donc déjà, toutes les femmes qui faisaient de la bière chez elles, et qui vendaient les surplus et tout ça, enfin, et qui était une bière de moins bonne qualité aussi. Il n'y avait pas de houblon, ça disparaît. Et ouais, comme ça se conserve mieux, on peut en fabriquer à plus grande échelle. Donc la pratique s'industrialise et les femmes, elles ont pas accès au capital ni à la propriété, donc elles peuvent pas acheter du matériel et faire des brasseries. Elles faisaient majoritairement ça chez elles dans leur cuisine. Donc le houblon, c'est pas de bol. Je pense que Hildegarde elle le savait pas, mais voilà quoi. Ça a joué dans le fait que les hommes se sont plus intéressés à la bière et ont tiré profit de ce nouvel ingrédient qui permettait de mieux la conserver pour monter leur brasserie et s'industrialiser. Enfin, bon, à l'époque, c'était pas encore des énormes industries, mais je veux dire, en tout cas, d'avoir un meilleur process et de pouvoir vraiment monter une brasserie et que ce soit quelque chose de rentable. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être un parallèle un peu grossier, mais si on continue et qu'on fait l'analogie à notre époque, où le houblon est redevenu un peu l'ingrédient roi de la bière, maintenant, c'est vrai que quand on parle de houblon, on pense au buveur de houblon, l'homme à barbe, à la chemise à carreaux. On a un peu cette image-là maintenant l'image, que tu évoques ouais, d'ailleurs dans le livre, hein, l'image maintenant du buveur du de beer bière. geek. Ouais, du buveur de bière, c'est ça. Bah ouais, totalement. Toujours dans la partie historique, tu parles à un moment du rôle des religions monothéistes et particulièrement du christianisme qui en fait semble avoir agi un peu en catalyseur de l'éviction de la femme de la société de manière générale et aussi donc de la production de la bière. Notamment, je pense que c'est de là que vont découler la tristement célèbre chasse aux sorcières. Et tu fais ce paragraphe aussi, enfin paragraphe plus que paragraphe, mais tu as toute une partie sur la chasse aux sorcières. Ça fait partie des rares, on va dire, légendes urbaines ou légendes qu'on connaît sur la place de la femme dans la bière. On parle souvent des Alewives et de leur on va dire, lien présumé avec les sorcières, le fait qu'il y ait les différentes images qui se rejoignent. C'est quelque chose que tu vas un peu aussi... un peu pas démonter, déconstruire. Mais un peu démonter, ouais. Ouais. Dans le sens où il y a peut-être des idées reçues là-dessus. Ouais, oui, c'est vrai que notamment ces dernières années, on parle énormément du fait que les Alewives que les sorcières, l'image de la sorcière qu'on a donc avec son grand chapeau, etc., vient tout droit des brasseuses britanniques. C'est ce qui est l'hypothèse de plusieurs historiennes. Mais c'est pas forcément vrai. il y avait en effet les Alewives portaient un grand chapeau pointu sur les marchés pour qu'on les reconnaisse. Elles avaient leur fourquet, elles mettaient un balai ou un bâton devant leur maison pour signifier que elles avaient de la bière à vendre, tout ça. Donc il y a tout cet imaginaire en effet qui colle à l'imaginaire de la sorcière.
Mais il y a notamment une historienne irlandaise qui est spécialisée dans ce domaine-là et qui, elle, dans ses recherches, elle démonte un peu tout ça, quoi. Il y a rien de prouvé. Le chapeau pointu, il est arrivé bien plus tard dans l'imaginaire de la sorcière que la naissance, qu'à l'époque des Hellwives. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont pas vérifiées, des choses où on n'a pas de certitude parce qu'aussi les sorcières, elles n'étaient pas représentées pareil dans tous les pays, en France ou en Angleterre. À la Renaissance, les sorcières, on les représentait pas pareil. Donc à partir de là, on peut en effet émettre plusieurs hypothèses, mais malgré tout, ce dont on est quand même sûr, c'est qu'il y a des brasseuses qui ont été brûlées, qui ont été accusées de sorcellerie. Alors peut-être, on ne sait pas si c'était parce qu'elles faisaient de la bière ou pas, mais en tout cas, c'était surtout parce que c'était des femmes indépendantes qui gagnaient de l'argent, qui travaillaient, qui étaient visibles, et ça, c'était une bonne raison d'être accusée d'être une sorcière. Ouais, c'était quelque chose qui était relativement, même complètement inacceptable pour la vision de l'époque, la vision très patriarcale en soi, qui avait un peu évolué, là où on disait que les femmes au début, en Antiquité, au commencement, avaient souvent beaucoup plus de place en société. C'est quelque chose qui a complètement disparu, notamment sur ces périodes-là, peut-être un peu au début du Moyen-Âge, je pense. Renaissance, justement, en fait, au Moyen-Âge, les femmes avaient beaucoup plus de liberté qu'à la Renaissance. On a souvent tendance à mélanger les périodes. Et en fait, entre le Moyen-Âge et la Renaissance, il y a eu une période historique qu'on appelle le Grand Renfermement, où c'était l'idée que les femmes créaient du désordre en étant dans l'espace public, parce qu'avant ça, elles travaillaient, elles étaient visibles. Et donc il y a eu cette période-là qui est empreinte complètement de catholicisme, c'est surtout ça qui a fait que. Ouais, bien sûr. Mais ouais, de toute façon la chasse aux sorcières, c'est la Renaissance et c'est pas le Moyen Âge. Ça. Là, je me suis un petit peu attardé sur la partie historique, parce que c'est quelque chose qui m'a pas mal intéressé, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une partie qui, dans la plupart des livres sur la bière qu'on trouve, se résume à quelques lignes. Là, on en avait 30-40 pages, mais derrière ça, tu évoques plein d'autres thèmes. On a un peu évoqué tout à l'heure au début du podcast, mais moi, dans les sujets que je me suis noté, là, que je peux citer en vrac, je sais pas s'il y en a peut-être un sur lequel tu voudras peut-être un peu plus développer. J'avais noté tu évoquais le rôle de l'industrialisation dans l'éviction des femmes. Ça, c'est d'ailleurs le nom de ton deuxième chapitre, ton deuxième paragraphe. On a le passage, le chapitre s'appelle de productrice à promotrice, le changement, on va dire, de rôle de la femme dans la bière, et qui est devenu, on va dire tristement, un objet marketing pour la bière de bonhomme. Totalement, c'est en fait ça, elles sont à la base les femmes produisaient la bière pour tout le monde et elles sont passées à promouvoir la bière par un produit fait par les hommes à destination des hommes. Voilà, enfin on a utilisé, quand je dis les femmes, c'est les corps de femmes surtout qu'on a utilisé pour promouvoir la bière pour un public qu'on considérait essentiellement masculin et qui est de fait est devenu essentiellement masculin, vu qu'on ne les ciblait que dans le marketing. D'ailleurs, tu évoques plein d'exemples de publicité, de campagnes marketing qui peuvent aussi bien aller, on va dire, peut-être des années 50, 60, là où on pourrait peut-être se dire que c'était là qu'il y avait le gros de ce type de publicité, jusqu'à des cas beaucoup plus récents. Jusqu'à le mois dernier, quoi. Des années 2000, jusqu'au mois dernier, voilà. Donc, presque. Malheureusement, quelque chose qui n'a pas encore changé, ou pas suffisamment vite en tout cas. Je rebondis aussi sur ce que tu disais à propos du fait que la bière était devenue presque de fait une boisson d'homme à force de matraquage marketing, qui fait que finalement les femmes ne se sentent plus vraiment concernées, ne sont pas senties concernées par le produit. T'évoques
cette idée que c'est devenu une boisson d'homme. En fait, une idée construite de toutes pièces. Voilà, comme on le dit souvent, les papilles féminines ne sont pas allergiques à la bière, contrairement aux papilles masculines ou quoi que ce soit. Enfin, Ça n'importe n'a qui peut aucun apprécier sens. la bière, ça n'a rien à voir. Les goûts n'ont pas de lien avec le sexe et le genre. Donc, ouais, comment on en est venu en fait à cette idée, même plus qu'une idée, que la femme n'aime pas la bière. Parce que quand je dis plus qu'une idée, en fait, on le voit, mine de rien, c'est que la consommation de bière, elle est quand même majoritairement masculine encore à l'heure actuelle. Totalement. Comment on en est venu là? Pourquoi on a encore du mal, même maintenant, à rendre la bière plus mixte sans que ça passe par des bières rouges à 3 degrés aux fruits particulièrement marketées pour viser un public féminin? C'est déjà la place du marketing, ce qu'on disait il y a 2 minutes, que la bière a été marketée pour les hommes aussi parce que l'émergence du marketing genré, c'est les années 50, 60, etc. Et à cette époque-là, les femmes, c'est la ménagère. Elle ne travaille pas, elle reste à la maison, elle ne va pas au bar. Donc à partir de là, de ce contexte social, on va pas promouvoir la bière pour elles parce que elles sont à la maison, elles n'ont pas accès à tous les lieux où on consomme la bière. Donc elles sont quand même visées par les publicités vu que c'est elles qui achètent la bière, elles font les courses. Donc mais les publicités à l'époque en fait les montrent en disant si tu achètes la bière, tu seras une bonne épouse pour ton mari. C'est typiquement ça qu'on retrouve à l'époque dans les pubs. Donc déjà rien que ça les éloigne forcément. Elles ont pas accès, elles vont pas au bar, elles sont chez elles. Et puis on sait aussi toute la stigmatisation qu'il peut y avoir de la consommation d'alcool chez les femmes. C'est montré comme c'est pas une bonne chose quoi. Tu n'es pas une femme si tu es bourré. Enfin voilà, c'est déjà ça fait partie l'alcool des de points que je base. m'étais noté aussi, tu vois. Le fait que tu évoques la perception en fait, de la femme buveuse de bière ou buveuse d'alcool de manière générale en société, c'est vrai que, comme tu le dis, c'est un homme qui boit, c'est quelqu'un de viril, c'est un bonhomme. Une femme qui boit, c'est qu'elle a un problème, c'est que... voilà. On a une vision qui est très Ouais, biaisée un gars là-dessus. qui boit, qui mange bien, qui boit bien, c'est un bon vivant. C'est tout ça, c'est des. Même si il y a certains discours qui peuvent être dangereux aussi parce qu'on va glorifier aussi la consommation d'alcool chez les hommes et qui amène aux problèmes qu'on connaît d'alcoolisme. Mais en tout cas, c'est montré comme quelque chose d'assez positif. Là où même une consommation modérée chez les femmes, c'est compliqué. Ça dépend ce que tu bois. Et c'est à double tranchant parce que rien ne va jamais quoi. Si tu bois des cocktails et des trucs comme ça, t'es vraiment une gonzesse superficielle. Et puis si tu bois des bières très fortes, etc., t'es un bonhomme. T'es plus vraiment une femme. Donc c'est laissez-nous juste voir ce qu'on veut, mais bon. Mais voilà, la perception est chez les femmes elles-mêmes, quoi. Qui vont dire, non, les bières fortes, les bières noires, tout ça, c'est pas pour moi. Enfin voilà, il y a beaucoup d'autocensure sur la bière, mais qui vient pas de nulle part, qui est malheureusement à cause de tout ce qu'on vient d'évoquer avant, qui font qu'on pense que c'est pas pour nous. Donc on n'ose pas. Tu évoques aussi tu évoquais aussi le rôle de l'amertume. C'est vrai que l'amertume qui une caractéristique assez fréquente dans la bière et qui est pas un goût inné chez l'homme, chez l'être humain de manière générale. C'est que souvent l'amertume est plus liée, on va dire, à un produit qui n'est pas dangereux. propre à la consommation. Ouais, dangereux, exactement. Et qu'au final, cette amertume, chez les hommes, c'est plus devenu, on va dire, une preuve de virilité en disant moi je bois des trucs amers, je suis un bonhomme. Et qui peut un peu aussi écarter les femmes de la consommation. Ouais, ça aussi, en effet, l'amertume, c'est pas naturel en fait chez les êtres humains. Quand à la naissance, on aime le sucré, ça c'est pour tout le monde pareil. Mais l'amertume, non. Donc en fait, ça se travaille.
et ça se développe. Et forcément, vu que les hommes sont tout de suite amenés à consommer ce type d'alcool, j'imagine que toutes les personnes qui ont bu leur première bière, c'est souvent été un souvenir. En plus, généralement, c'est pas une bière de super qualité, la première bière. C'est souvent un souvenir pas hyper réjouissant pour le palais. C'est vrai. Et pour les femmes, c'est beaucoup plus tardif. Je peux prendre mon exemple. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la bière, je suis arrivée par la bière acide, qui est toujours mon style de prédilection. Mais voilà, et je n'arrivais pas à boire de bière, d'IPA, de trucs comme ça, quoi. L'amertume, c'était pas possible. Déjà, de manière générale, je suis pas une grosse fan d'amertume dans les autres aliments, mais pour la bière, c'était pas possible. Et en fait, j'ai appris aussi à déguster, à développer mon palais, et aujourd'hui, je bois des IPA que j'apprécie, ou des NEIPA, ou des trucs comme ça, et l'amertume me plaît, quoi. Et voilà, il y a quelques années, c'était non, parce que j'avais pas développé mon palais, donc voilà. Après, cet attrait maintenant que tu as, enfin, cette facilité que tu as à boire des IPA que tu n'avais pas avant, tu l'as développé par ta curiosité de découvrir le produit, de découvrir de plus en plus de bières. Ouais, exactement. De goûter Ouais. plein de choses, même des choses où je me disais, ouais, ça c'est pas mon style, mais on va goûter et puis on verra bien. Et il y a des choses, en effet, que j'aime toujours pas et que j'aimerais peut-être jamais. Mais il y a d'autres choses qui me plaisent, et qu'il y a quelques années, c'était impossible de boire plus de 2 gorgées, quoi. Du coup, ça m'a une question qui est peut-être très bête, hein, mais avec l'image qu'on a actuellement de l'IPA et le fait que ce soit un style qui est plutôt genré masculin, du coup, comment on peut réussir à déconstruire cette idée et de faire de l'IPA un style plus mixte, plus neutre, dans le sens où en fait on voit que l'IPA maintenant c'est comme le style, en tout cas dans la craft, qui est le plus demandé, le plus consommé, le plus vendu. Pourtant j'ai l'impression qu'il est complètement, qu'il est pas complètement, mais qu'il est assez excluant. Ouais, oui, de fait, du coup, oui, quand plein de nanas des fois se ramènent dans des bars et disent, ah non, moi la bière, j'aime pas l'amertume, etc. Mais je pense que quand on a des proches ou tout ça qui veulent découvrir et qui vont faire ce genre de remarques, c'est de peut-être aussi commencer par d'autres styles plus soft. Tu commences par des pale ale un peu plus houblonnés, et puis tu vas petit à petit en fait vers, moi c'est comme ça en fait, hein, que petit à petit j'ai développé aussi mes goûts, et la responsabilité aussi entre guillemets, c'est des professionnels de la bière en fait. Quand tu vas quand t'es une nana, que tu vas dans une cave, très souvent tu vas être conseillé par des hommes, et quand tu dis moi je connais rien à la bière, qu'est-ce que je peux acheter, on va plutôt te diriger vers des bières fruitées, quoi. Donc déjà de base, ils vont partir du principe que voilà, dès le début, on te dit ça c'est pour toi, ça c'est plutôt pour toi, et on ne dit pas je peux vous présenter un panel. Voilà, c'est ça, c'est aussi à eux de faire de la pédagogie, et aussi de dire, parce qu'il peut y avoir en effet des femmes qui vont arriver et qui vont dire qu'est-ce que vous me conseillez, mais alors moi plutôt des trucs fruités, sucrés, etc. Et là on peut peut-être leur expliquer, attendez, la bière, il y a plein de choses, peut-être que ça vous pourriez aimer, et de faire goûter, et d'éduquer, d'éduquer les gens. De jouer son rôle de caviste, hein. Aussi. Mais en fait, de faire dans le conseil, ouais. C'est ça, en fait, je pense qu'il y a, notamment en France, aux yeux du grand public, tout un travail d'éducation et de déconstruction des goûts à faire. En fait, je pense que les gens, que ce soit les hommes et les femmes, connaissent assez peu leurs goûts. Enfin, moi, je le vois en ayant fait des festivals, en étant derrière le bar, où même en fait, t'as des hommes qui viennent au stand et qui te disent qu'est-ce que vous avez comme bière, et donc là tu dis je sais pas, j'ai une NEPA qui est plutôt sur l'agrume, fruit de la passion, et puis ils disent non mais moi j'aime pas les aux fruits et tout, et tu dis c'est pas du fruit, c'est le houblon qu'il y a dedans, et ou qui disent vous avez pas, alors ça c'est un truc de ouf, vous avez pas des bières qui ont pas de goût. Ça c'est un truc
que les gens demandent Des bières qui n'ont pas de goût. des bières. Toi, je l'avais qui n'ont jamais pas de goût. entendu celle-ci, mais c'est. Ah ouais, non, C'est mais incroyable. des bières qui n'ont pas de goût, c'est-à-dire enfin, de la Heineken, quoi, des trucs comme ça, des trucs C'est ça, est-ce que vous avez pas de la qui n'ont Heineken, pas quoi. de saveur, juste un truc qui se boit Ouais. et qui m'alcoolise, mais qui n'a pas de saveur. Parce que le houblon, c'est trop puissant, parce que, enfin, je veux juste Ouais. me défoncer la tronche. Mais, On en revient un petit peu au truc du goût de la bière, parce que quand on entend souvent les gens dire ah non, moi ta sour aux fruits j'aime pas, ça a pas le goût de la bière. Au Ouais, final, c'est ça. c'est un peu ça, le goût de la bière, c'est une bière sans saveur, quoi. Ouais, c'est ça. Très souvent, on a des remarques comme ça. Ouais, en fait, tout ce qui n'est pas un truc qui te pète les gencives et qui t'alcoolise, en fait, ouais, dès qu'il y a, je sais pas comment l'expliquer, mais dès qu'il y a du goût, dès qu'il y a des choses comme ça, c'est pas vraiment de la bière, parce que ça, je pense beaucoup à cause des industriels, quoi, qui ont fait du mal. Qui ont fait du mal à la bière et au goût que ça pouvait avoir auprès du grand public. Les gens ne savent pas ce que goûte la bière, en fait. Enfin, je parle du grand public. Dès que tu parles de fruits ou d'ajouts, déjà, ils vont te dire que c'est pas de la vraie bière. Enfin, ouais, en fait, si ça t'explose pas la tronche, genre que c'est tellement amer que tu grimaces, c'est pas de la bière. Enfin, je sais pas, Ouais, au c'est final, bizarre. on a l'image de la bière, ouais, soit de la bière maintenant très industrialisée, au final, qui a tellement le même goût partout, que Ouais, c'est c'est devenu ça. une norme et que ça, c'est Mm. le goût de la bière. Et dès que tu reviens à des bières artisanales qui souvent, soit vont créer des nouveaux styles, soit revisiter des styles ancestraux qui ont disparu, là, ça n'a pas le goût de la bière pour les gens, alors qu'en fait, on a peut-être des bières qui sont parfois plus proches gustativement de ce qu'était une bière il y a Mm. 250 ans avant la révolution industrielle. Ouais, totalement. Je pense qu'en effet, avec la révolution industrielle et l'industrialisation et la normalisation des recettes et tout ça, ça a fait beaucoup de mal forcément au produit et à sa diversité en ayant une bière qui était partout pareille, quoi. Ça, c'est sûr. Je reviens, comme on parlait des différents goûts et ainsi de suite. On avait évoqué l'image, donc la perception qu'on a de la femme buveuse de bière ou buveuse d'alcool de manière générale en société, mais il y a aussi maintenant, on le voit beaucoup, ce qu'on évoquait, la perception en fait de la femme et de ses goûts, donc c'est ce qu'on évoquait là actuellement, et au final, toute cette idée préconçue qu'on a que la bière n'est pas une boisson de femme et que les femmes n'aiment pas la bière, ça a mené à un autre phénomène, peut-être un peu moindre et que tu as évoqué dans ton livre, c'est la perception de la femme amatrice de bière sur les réseaux sociaux, avec notamment le phénomène de ce qu'on appelle les beer girls, encore une fois avec les guillemets que je fais avec les doigts. Ouais. Où, au final, une femme qui partage ses goûts et ses dégustations de bière sur Instagram, elle le fait que pour se mettre en avant elle-même et pas parce qu'elle aime réellement la bière. Exactement. On en est là maintenant. Ouais, mais en fait, ça, c'est typique et on le voit dans plein de milieux. En fait, tous les milieux qui sont connectés très masculins. Enfin, par exemple, le rock ou le métal, les jeux vidéo, tu vois, c'est considéré comme des loisirs et des goûts masculins. Et moi, j'ai toutes les tares parce que quand j'étais ado, j'étais grosse joueuse de jeux vidéo et tout ça. Et c'était jamais vraiment. Enfin, tu vois, quand je jouais au truc genre World of Warcraft et tout, où tu disais pas que t'étais une fille dans le chat, tu sais, tu te genrais au masculin et tout. Et si des fois tu te plantais et qu'ils voyaient que t'étais une fille, c'était qu'est-ce que tu fais là, machin. Enfin bref. Tout ce qu'on connaît, les trucs rock où si t'as un t-shirt de Nirvana, on va te demander toute la discographie du groupe pour être sûr que t'es bien fan. Enfin, et la bière, c'est un peu ça, quoi. Enfin, on retrouve les mêmes mécaniques de gatekeeping. Voilà, des mecs qui veulent garder ce truc et qui n'acceptent pas en fait qu'un loisir qu'on leur vend, qu'on leur vend comme masculin et comme la bière artisanale, tout ça, c'est si t'es un amateur et que t'es dans le milieu beer geek et que tout est un peu valorisé, quoi, tu vois, en tant que mec qui a des connaissances et tout ça. Donc c'est un truc de mec et c'est bien, ça valorise ta masculinité. Et donc du coup là, d'un coup, tu vois débarquer des meufs
qui boivent aussi de la bière, qui en parlent, qui des fois peut-être en parlent mieux que toi, et tu te dis attends, qu'est-ce que non, euh, c'est pas ce qu'on m'a dit. Moi, on m'a dit que c'était à moi la bière, donc Des choses qu'on retrouve aussi beaucoup sur tous les supports d'échange liés à la bière, que ce soit les groupes Facebook et ainsi de suite, quoi. Souvent, quand on a une femme qui arrive dans un groupe comme ça, commence à donner son avis, elle aura beaucoup plus tendance à être remise en question que si c'était un homme qui parlait. mais totalement. Moi, je poste même plus sur ces groupes-là. Enfin, j'y ai été et j'en suis sur certains où je suis encore dessus, mais je poste pas parce que au début t'arrives et tu vois plein de gens qui partagent leurs trucs et tu te dis ah trop cool, moi aussi je vais partager mes trucs, tout ça. Tu fais un premier post, ça va, et puis après tu commences à faire l'autre post et puis on commence à remettre en question des trucs débiles. Et à vouloir te donner tort sur des choses où tu sais que t'as raison. Enfin, et du coup c'est hyper énervant parce que bon après dans le milieu des fois très beer geek, beer snob et tout ça, même entre eux, entre mecs, ils aiment bien aussi se taper dessus et critiquer un qui aurait dit un mot qui n'est pas juste, mais du coup d'autant plus quand t'es une meuf, quoi, t'as pas le droit à l'erreur, hein. Attention, si tu te trompes sur le nom du houblon ou si tu dis que c'est telle saveur alors que lui il l'a goûté et il dit que c'en est une autre, enfin voilà quoi, t'as des trucs assez stupides comme ça, quoi. Et pour continuer dans tout ce que tu évoques dans le livre, à la fin, il y a quand même une grande partie où tu évoques les cas plus récents, et notamment la prise de parole globale qu'il y a eu sur le traitement des femmes dans le monde de la bière brassicole, et y compris le milieu de la craft. On pourrait penser épargné comme étant plus moderne, plus ouvert, mais au final, pas tant que ça. Ouais, bah ça a beaucoup. Bah justement, en fait, tout le mouvement qui a été initié aux États-Unis, c'était surtout dans des brasseries craft. Bon, après, il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, la craft, le mouvement est plus ancien que chez nous et que ces brasseries sont beaucoup plus grosses que Oui, on les parle plus pas des grosses mêmes échelles. ouais, c'est pas la même échelle. Aussi, ils sont plus organisés. Enfin, il y a vraiment un milieu qui est très connecté, qui est très valorisé, qui est très réputé aux États-Unis, de la craft, vraiment pas à la même échelle qu'en France, quoi. Mais ouais, totalement. Et puis on le voit avec BrewDog, Mikkeller et tout ça. C'est aussi des entreprises qui sont énormes, mais qui restent indépendantes. Alors je sais pas à quel niveau, parce que je sais plus si Mikkeller revendait pas des parts ou je sais pas quoi. Mais bref, c'est en tout cas l'image de la bière artisanale, et c'est des entreprises qui, quand elles se sont lancées, c'était leur credo aussi de dire nous on fait pas comme les industriels, quoi. Oui, en fait, c'est une brasserie artisanale aux États-Unis. Si on prend les chiffres légaux ou douaniers là-bas, ça n'a rien à voir avec ce qui peut se faire en France ou en Europe. Bon, il y a des critères d'indépendance et ainsi de suite, mais sur la partie volume de production, pour être une brasserie considérée comme artisanale aux États-Unis, il faut être en dessous de 7 millions d'hectolitres. C'est juste gigantesque. Quand une brasserie française, je sais pas, on prend la Débauche par exemple, qui est quand même une brasserie artisanale qui est quand même assez réputée, que beaucoup de gens connaissent, même sans être beer geek. La Débauche ne doit pas faire 10 000 hectos. Donc là, on parle de 7 millions d'hectos. 7 millions d'hectos, c'est, à titre d'exemple, ce que brasse en Allemagne Krombacher, qui est la plus grosse brasserie alors indépendante, dans le sens où elle est privée, elle n'est pas, je sais pas, je crois qu'il y a des brasseries un peu publiques aussi, qui ont avec des investissements publics, mais bon, tout ça pour dire que oui, Krombacher, brasserie allemande qui fait des volumes phénoménaux, qui arrose le monde entier, ne fait que 7 millions d'hectos, soit le volume maximum pour être une brasserie artisanale aux États-Unis. Voilà, on est sur des échelles complètement différentes, et une brasserie artisanale là-bas, ça a peut-être plus la tête d'une belle PME chez nous. Ouais, c'est ça. Mais du coup, en effet... Après, ça n'excuse rien, mais... Non, mais ouais, mais en effet, il y a eu un gros mouvement qui a été initié contre son gré, parce qu'à la base, c'est une brasseuse qui postait juste une story après avoir eu une remarque sexiste à la con, et elle a posté un truc en mode ouais, vous aussi, ça vous est déjà arrivé, et là, elle a eu des milliers, même des dizaines de milliers de messages. Je suis pas allé revoir récemment, mais sur son compte Instagram, elle repostait en story toutes les
tous les témoignages qu'elle recevait. Et après, elle les mettait en story à la une. Et je ne sais plus combien il y avait de Plus petits d'une chapitres dizaine. de story à la une, mais je crois qu'il y en 12 ou avait beaucoup 13. plus que ça, malheureusement. Et ah bah, attends. Ouais, sur son compte, là, je suis sur son compte Instagram, on en est à la 17e partie, Ouais, voilà. sachant que c'est 100 tu peux mettre 100 stories, je crois, par... ouais. Donc on a déjà Exactement. minimum 1700 stories, et j'imagine qu'elle n'a pas tout republié en plus, donc Ouais, elle a partie c'est juste publiée. phénoménal. Ouais, non, c'est un truc. Enfin, c'est à la fois délirant et pas surprenant parce que, ben, évidemment, c'est triste, mais c'est comme ça dans tous les milieux. Ouais, Mais bien ouais, sûr. ça a beaucoup marqué, je pense, parce que justement la craft, il y a ce côté un peu marginal par rapport à d'autres industries comme le vin ou des choses comme ça. Il y a ce côté un peu, on est outsider, on fait de la craft, on est cool, enfin voilà, il y a une image qui est quand même dans la craft, une image positive et on est différent des autres. Mais on se rend compte que en fait, les mêmes mécaniques Pas tant que d'abus ça. sont là aussi, quoi. Et il y a même un Dans les... environnement très boys club, quoi, hein, Ah oui, dans le milieu. complètement. Ouais. Complètement. Et dans les noms qui ont été cités et qui sont revenus très fréquemment, on avait évidemment les Brewdog, les Mikkeller. En Mm. Europe, on a eu Darien Bitter, par exemple. Aux États-Unis, il y avait Ouais, aussi, si je dis pas de bêtises, il y avait Hill Farmstead. Donc des brasseries qui ouais, ont quand même des renommées internationales. Euh, c'est ça. de ce que j'ai vu, il ne me semble pas y avoir eu vraiment d'équivalent en France. Alors, pourquoi? Parce que j'imagine qu'on n'est pas tout blanc non plus en France. On n'est pas tout blanc non plus, ça c'est clair. Il y a eu même une sorte de qu'est-ce qui se passe en fait. J'ai l'impression ça a été très peu relayé par les brasseries françaises, ne serait-ce que de relayer et de dire ouais mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi. Et le peu de brasseries qui ont relayé, enfin je vais citer personne parce que voilà, mais il y a des brasseries qui ont relayé les infos et qui ont eu des remarques de leurs confrères de pourquoi tu parles de ça, etc., quoi. C'était Ça presque c'est mal vu d'en parler. Ouais, mal vu, c'est mal vu d'être engagé en France, mais c'est là aussi c'est Hmm. assez français, hein, tous les mouvements C'est pas lié au de milieu de la bière. MeToo, balance ton porc, ça a été assez mal accueilli en France par rapport à d'autres pays où on ne voit pas vraiment de vraies répercussions dans le milieu du cinéma, etc. Alors qu'il y a eu quand même de graves accusations aussi en Oui, France, c'est vrai. et ça n'a pas du tout eu le même impact que ça a pu avoir aux États-Unis. Euh, mais voilà, c'est très français, hein. C'est dans la culture, le droit d'importuner en paix, etc., hein. Hmm. Et du coup, c'est vrai que ben, là, on remarque un peu la même chose, et c'est très déstabilisant, choquant, surtout quand Hmm. dans le milieu artisanal, on est militant, en fait. Enfin, quand tu fais de la bière artisanale, tu dis moi je suis pas un industriel. Donc déjà, tu as une position qui est engagée. Tu vas dire ouais ben moi je fais du bio. Faire du bio, c'est engagé, c'est militant. Enfin tout ça, c'est des démarches, en fait. Et en fait, dès que ça concerne les femmes, les minorités, les droits humains, c'est ah non non, ça nous on fait pas de politique, hein. Enfin voilà, tu vois, ça c'est nous on fait de la bière, on fait pas de politique. Mais par contre, je vais pas travailler avec, je vais pas faire de collab avec ce brasseur là parce que lui il fait pas de bio. Ah, puis lui j'ai entendu dire qu'il mettait des arômes dans sa bière et non non, donc moi je fais pas de Ouais, c'est truc vrai avec que lui. Enfin tu vois, c'est vraiment évoquer ça dans une partie du livre, et c'est vrai que ça m'a fait un peu rire jaune, on va dire, mais c'est vrai que t'as l'impression que les brasseries sont plus engagées sur oh là, c'est pas bien de mettre des arômes dans sa bière, on veut faire des produits le plus naturel possible, et on entend plus parler de ça que des problèmes de représentation des minorités ou quoi que ce soit. c'est C'est ça, c'est genre je on veux pas choisit ses travailler combats, avec quoi. lui. Ouais, c'est ça, je veux pas travailler avec lui parce que il met des arômes dans sa bière. Par contre là, il y a tel barman, il est connu pour être un gros connard et il y a plusieurs de ses employés qui l'ont accusé de faire tel truc. Mais bon, on va faire un petit TTO parce que quand même il tourne bien son bar, hein. Enfin, tu vois, Hmm. ça c'est et puis tout se sait, enfin, je veux dire
tout se sait dans ces milieux-là, quoi. Enfin, Oui. très souvent. Ah, c'est des petits milieux, ouais. Donc, voilà, déjà, c'est des petits au final, milieux entre quand nous, même on en sait pas mal de France. choses. Et voilà, ça c'est, en tout cas entre les professionnels, les femmes qui bossent dans la bière, on se passe les noms. Enfin, ça c'est typique, quoi. Si tu, moi-même, je le fais quand j'ai voulu, quand je vais à des endroits, je veux aller dans un bar ou tout ça, ou voir une brasserie, bah je pose la question à des copines en mode, bah tu connais tel brasseur, machin, tu sais si après c'est pas infaillible hein, comme technique, mais en fait moi qui t'a donné mon argent, je dépense plein d'argent dans de la bière, j'ai envie de le donner à des gens bien. Il y en a heureusement, mais voilà donc et puis faut se protéger aussi des personnes avec qui on travaille quand t'entends des choses assez graves sur des gens du milieu, bah t'as pas envie d'aller les voir, de leur donner ton argent, de travailler avec, etc. quoi. C'est bien de. Mais le problème c'est que ça reste vraiment toujours dans ces sphères entre nous quoi, parce que c'est très compliqué Ouais. de le dénoncer et d'en parler ouvertement sans toutes les accusations de diffamation et autres qui peuvent y avoir derrière quoi. Ouais, alors, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais de mémoire, dans ton livre, tu évoques, mine de rien, que le name and shame, comme on peut le dire, ça reste une pratique importante et qu'il ne faut pas, qu'il ne faut pas en avoir honte et qu'il ne faut pas arrêter de la pratiquer. Pour autant, j'ai l'impression qu'en France, c'est plus compliqué. Ah oui, Encore une fois, en tout cas. totalement. En effet, moi, je trouve que c'est hyper important parce que on le voit avec quand même ce qui s'est passé aux États-Unis, même si tout n'est pas réglé et tout ça, mais ça permet, ou en Angleterre et tout, ça permet quand même qu'il y ait là en Angleterre un syndicat de salariés de la bière qui vient de se monter quoi. Donc ça permet des avancées, ça permet ouais des choses pour les salariés hommes et femmes de la bière de mieux travailler, d'être mieux encadrés, d'avoir plus de droits et d'être plus protégés. Donc ça a amené ça quand même, c'est pas rien. Mais c'est hyper compliqué en France. Je pense qu'on n'est pas prêt, pas prête, et parce que en fait c'est trop. L'industrie elle est encore trop fragile pour les femmes, je pense. Et il y a pas assez de soutien, on n'est pas assez nombreuses pour que s'il y a un mouvement, il y a un vrai soutien et que les femmes puissent dénoncer des comportements sans derrière changer de métier quoi. Et alors, du coup, en tant que consommateur, consommatrice, quelle est l'attitude à avoir face à des brasseries comme ça pour lesquelles on peut avoir des retours de pratiques sexistes, racistes ou quoi que ce soit. C'est parce que de mémoire, tu parles du cas Brewdog en disant que il y a plein de choses qui se sont dites sur Brewdog. On sait que notamment son grand patron a l'air d'être une personne peu sympathique et peu fréquentable. Pour autant, on reste derrière avec une entreprise qui travaille à l'échelle internationale, qui emploie de nombreuses personnes. Au final, il y a un équilibre à trouver entre faire avancer la société et évoluer cette entreprise sans pénaliser les personnes qui en vivent et qui ne sont pas acteurs, on va dire, des agissements du boss, quoi. C'est ça qui est compliqué parce que en fait, le truc c'est que souvent les féministes, ou les femmes qui ont dénoncé tous ces agissements et tout, les critiques qu'elles vont avoir, outre le fait qu'on va leur dire qu'elles mentent, etc. Mais ça c'est encore autre chose. Ça va être de dire ouais mais vous voulez faire couler la boîte, etc. Tout le monde soit au chômage. Alors déjà on n'en est pas là hein, quand même. Je pense que Brewdog, Mikkeller se porte très bien encore. Mais évidemment que c'est pas le but. Le but en fait c'est que les James Watt et compagnie déjà assument ce qu'ils ont fait, le reconnaissent et travaillent à faire en sorte que ça ne se reproduise plus et mettent en place des choses pour les salariés et dédommagent les victimes en fait. Parce que là, ce qui se passe par exemple avec Brewdog, c'est que ils menacent en justice les salariés qui parlent dans les documentaires ou qui vont dire des choses quoi. Donc en fait, ce que demandent tous ces activistes,
c'est juste que il y ait des actions qui soient prises pour que les gens de l'entreprise puissent travailler sereinement. C'est juste ça, quoi. Alors là, aux dernières nouvelles, je crois que du côté de Mikkeller, il y a un espèce de plan de réconciliation, je crois qu'ils ont appelé ça, où il y a l'air d'avoir des choses qui bougent pour de vrai. Alors, on va voir dans quel sens ça va, mais où il y aurait vraiment une écoute et des dédommagements des victimes et tout ça. Bon, c'est en cours, donc à voir si ça mène quelque part. Mais en tout cas, Mikkel, j'ai oublié son nom de famille, mais n'est plus dans... il y a quelques mois, il était vraiment pareil dans la posture, ouais, vous voulez faire couler ma boîte, etc. Enfin, il s'est fait un peu reprendre. Donc ça évolue un peu plus visiblement de son côté que du côté Brewdog, parce que pour le coup, côté Brewdog, James Watt, il est encore dans le déni et on a l'air d'être assez loin de voir les choses avancer. Ouais, c'est ça. Et c'est en effet dommage parce que en plus c'est une entreprise qui emploie des centaines de personnes partout dans le monde, quoi. Donc en fait, moi je pense surtout à ces gens-là, quoi, qui devraient avoir le droit de travailler dans une entreprise, on se fout pas de leur gueule, on les traite pas comme de la merde, ou quand quelque chose se passe mal, ils peuvent en parler et que les problèmes soient réglés. Enfin voilà, quoi, c'est ça que demandent en fait toutes les nanas de la bière là, qui se battent depuis des mois et des années pour une prise de conscience. C'est pour ça en fait. C'est pas pour que les gens perdent leur taf, c'est pour qu'ils puissent le faire dans des conditions décentes. Et pour du coup peut-être continuer et conclure sur une note plus positive, qu'est-ce qui se met en place maintenant dans le milieu de la bière pour favoriser l'inclusion des femmes dans ce milieu, aussi bien côté professionnel mais que côté consommatrice? Il y a pas mal d'actions qui se sont montées, on peut peut-être en parler un peu, en évoquer quelques-unes? Ouais, déjà, en fait, le positif, on va dire, vient surtout des femmes de la bière qui font des choses, en fait. C'est-à-dire que pour reprendre de la place dans la bière, il faut pas attendre, en fait, qu'on nous donne la place, parce que sinon, on l'aura jamais. Il faut soi-même la reprendre et s'organiser et s'entraider aussi entre meufs pour pouvoir évoluer sereinement dans le milieu de la bière et faire des choses cool, quoi. Donc ça passe par des assos comme Pink Boots par exemple, qui est très connu, qui a une branche aussi en France, où c'est une asso qui c'est pas que le brassin du 8 mars parce qu'on en entend parler souvent qu'à ce moment-là, mais c'est aussi en fait l'argent qui est collecté via cette action du 8 mars permet de financer des formations, par exemple, pour les professionnels membres de l'asso. Donc déjà ça, c'est d'aider les femmes à se professionnaliser, à monter leurs projets, etc. Et puis du côté des consommatrices, là, en France, tout récemment, il y a l'asso buveuse de bière qui s'est montée. Et ça, c'est aussi hyper chouette, quoi. Parce que le but, du coup, c'est une asso là de consommatrices, pas de professionnels. C'est de se retrouver autour d'ateliers de dégustation, ou alors de manière totalement informelle d'aller au bar entre meufs, ou des fois seul, ou on se sent pas toujours à l'aise pour commander ou tout ça. Enfin, moi c'est un problème que j'ai pu, mais pour des nanas qui commencent à s'intéresser à la bière et qui veulent découvrir, il y a un frein un peu d'oser goûter, etc. Donc c'est aussi ça, c'est une asso pour s'améliorer aussi, enfin apprendre à déguster, en apprendre plus sur la bière dans un climat bienveillant et où il n'y a pas de questions bêtes, où on peut se tromper, où on peut voilà. C'est la non-mixité est importante pour ce genre de choses, quoi. Tu parlais donc de l'association buveuse de bière qui vient d'être lancée. Il y a peu de temps d'ailleurs, ça se compte en quelques semaines si je dis pas de bêtises. C'est une association qui a été lancée notamment à l'initiative de Caroline du blog Hoppy Hours. On la connaît surtout par là et sur les différents réseaux sociaux.
Dans ton livre, j'ai vu que tu avais fait pas mal d'appels, on va dire, à des différents intervenants pour avoir des avis, recueillir des témoignages. Caroline fait partie des personnes qui reviennent pas mal. Ça t'a pris, j'imagine, pas mal de temps aussi de faire intervenir ces personnes, et ça a été une manière nécessaire pour toi, on va dire, pour enrichir ton contenu Ouais, d'expérience. ouais, totalement, parce que le livre, il y a forcément mon point de vue, il y a mes recherches, etc. Mais je voulais que ce soit aussi un livre où donner la parole aux femmes qui font la bière aujourd'hui en France, et qui font des choses aussi pour faire évoluer les mentalités, que ce soit des brasseuses, que ce soit des sommelières, etc. Donc ça, c'était important pour moi d'avoir ces expériences, parce que malgré tout, moi, je suis aussi assez récente dans le milieu de la bière. J'y travaille depuis pas longtemps, mais à la base, je suis journaliste et tout. Donc évidemment, j'ai cette aussi cette c'est ma façon de travailler aussi, quoi, d'interviewer des gens et de recueillir des expériences et tout ça. Et voilà, c'est important d'avoir le point de vue des premières personnes concernées dans le milieu, et un regard sur un peu tout ce qui se passe, et les difficultés et les trucs positifs et les espoirs et tout ça, quoi. Et je sais pas si toi, il y a d'autres choses que tu voulais développer ou ajouter. Sinon, je pense qu'on peut peut-être conclure l'épisode. Bah, je pense qu'on a quand même évoqué un peu tous les les quatre gros Ouais, ça me points du semble assez livre. large. Ouais, Le but n'étant pas en plus de spoiler l'intégralité du livre, de laisser aux ouais, c'est gens vrai. On a déjà révélé on va dire quelques le trucs. plaisir de découvrir. Voilà. C'est ça. Euh, et donc, en résumé, donc, Maltriarca qui sort ce 3 mars, soit dans 8 jours à date d'enregistrement, mais Mm. quelques jours à peine après la sortie de l'épisode, publié aux éditions Nourriture Fût. Et pour d'ailleurs remettre une petite, pas une couche, mais pour reparler un peu des différentes femmes qui travaillent dans le milieu de la bière, on peut citer aussi Alice Mazel, donc, qui est l'illustratrice qui a fait cette très très jolie Ouais, illustration pour la couverture et pour l'arrière du livre. ouais, ouais, une illustratrice Voilà, que je suis des depuis plusieurs années, et ouais, pour qui moi, s'exprime beaucoup dans le milieu de la bière, en fait, sur le thème de ouais, la bière. Bon, c'est pas que, exactement, mais elle s'est exactement. beaucoup fait connaître aussi chez les beer geeks comme ça. Ouais, et moi, la petite anecdote entre guillemets, c'est que elle avait fait il y a quelque temps un stickers bière de fille, avec Oui, c'était un gros avec plan le sur high un roll. œil qui lève les yeux au ciel, voilà. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à écrire le livre, le nom du projet c'était bière de fille, avec cette image-là en tête. Et c'est pour ça D'accord. que quand ça a évolué et que j'ai trouvé la maison d'édition, moi tout de suite je leur ai dit si je peux avoir mon mot à dire sur la couverture, j'aimerais bien qu'on fasse travailler Alice Mazel. Et ils ont aimé ce qu'elle faisait, ils l'ont contactée, et c'est elle qui a fait la couverture, et ça c'est hyper cool parce que la couverture est super belle, et en plus c'est une nana qui bosse pas mal dans la bière, donc c'était important aussi à tous les niveaux d'avoir cette représentation aussi jusque sur la couverture, quoi. Super. Merci beaucoup Anaïs pour tout ce temps passé à parler de Maltriarca. Pour toutes les personnes qui ont apprécié nos échanges et qui sont intéressées, moi je leur conseille vivement de se procurer le livre et de le dévorer comme moi j'ai pu le dévorer. C'était très, très très intéressant, tu vois, d'en parler avec toi. C'était tout aussi, voire plus intéressant encore, même de découvrir toutes ces petites choses qu'on ne retrouvera pas ailleurs dans les livres qui parlent de la bière, dans ton livre. C'était vraiment une excellente lecture que je recommande à tout le monde. Merci Et à en toi, espérant qu'elle fasse ouvrir aussi quelques consciences et évoluer les choses. Si j'espère. ça peut apporter de sa pierre à l'édifice, tant mieux. C'est ça, si ça peut faire un peu réfléchir, faire un effet un peu d'introspection auprès des professionnels du milieu, auprès des consommateurs, du grand public qui pourrait découvrir un peu toute cette histoire, c'est déjà cool. Et puis si ça peut aussi donner confiance et donner envie aux femmes de découvrir la bière, donner envie aux professionnels de faire encore plus de choses et
et de parler du sujet, etc. Moi, j'ai tout gagné, quoi. Ouais. Et je te remercie encore une fois, et Merci à pour toi. tous les auditeurs qui m'écoutent, qui nous écoutent, je rappelle en description tous les liens intéressants, notamment pour te retrouver toi sur les réseaux sociaux, pour précommander ou réserver le livre, ou pour l'acheter une fois qu'il sera sorti. Et voilà. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, et encore une fois merci Anaïs. Allez, à bientôt. Merci. Salut.